Donc, effectivement, je vais vous parler un petit peu des recherches qu'on fait au laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistiques. Et alors évidemment, je ne vais pas vous faire un panorama de tout ce qu'on fait. J'ai plutôt essayé de choisir, enfin, à la fois de vous donner une idée un petit peu du cadre dans lequel on travaille, du type de questions qu'on se pose, et par quelques exemples ponctuels, vous montrer comment est-ce qu'on essaie d'y répondre en combinant différentes approches. Alors, la question à laquelle on s'intéresse au laboratoire, c'est un problème qui peut sembler tout simple, c'est celui de savoir comment est-ce que les enfants font pour apprendre à parler. Alors c'est un problème qui peut sembler tout bête parce qu'en fait, effectivement, tous les enfants apprennent à parler et ils le font sans aucune difficulté, très rapidement. Et on a l'impression que le problème est simple parce qu'effectivement, il suffit finalement de récupérer les mots qui vont être présents dans l'environnement et puis de les assembler pour faire des significations. Alors, effectivement, donc le bébé doit apprendre un certain nombre de choses de sa langue. Il doit apprendre les sons, les mots, les phrases, le sens. Et ce problème semble plus compliqué dès qu'on s'aperçoit qu'on se met vraiment non plus à la place du bébé, à la place de l'adulte qui connaît déjà la langue, et on se met à la place du bébé qui reçoit ça, c'est-à-dire ça, c'est une espèce de signal acoustique très compliqué, très confus, mélangé, etc. Et donc là, c'est beaucoup moins évident de savoir comment le bébé va s'y prendre pour apprendre les choses qu'il doit apprendre dans sa langue. Alors, pour vous montrer un petit peu l'étendue du problème, donc on va partir du signal, cette espèce de saucisse ici acoustique qui arrive aux oreilles du bébé. Alors, on va faire même abstraction de tous les problèmes de bruit qui peuvent se produire, parce qu'effectivement, le bébé va entendre un signal sonore comme celui que vous entendez en ce moment, mais ce signal va être mélangé à des tas d'autres sources sonores, des bruits de pas, d'autres voix éventuellement, etc., des phénomènes de résonance. Tout ça, on va faire abstraction, on va supposer que le bébé entend un signal parfaitement pur, et même comme ça, on va avoir un niveau de complexité assez important qui va commencer à apparaître, parce que donc ce signal-là va devoir être interprété par le bébé en termes de catégories discrètes. C'est ce qu'on appelle les segments de la parole. On les connaît plus sous le nom de phonèmes, mais là je vais parler de segments. Donc c'est les consonnes et les voyelles qui sont constitutifs d'une langue particulière. Et on s'aperçoit que à travers les langues, on a déjà une variabilité énorme sur la façon dont on va découper ce signal qui est continu en catégories discrètes que sont les segments. Et donc là, vous avez deux exemples un petit peu extrêmes. Vous avez une langue dans laquelle le signal de parole est découpé en 6 consonnes, en tout et pour tout. Donc elles sont listées ici, peut, que, une fricative, une chose qui ressemble à un d, comme ça, et puis une vélaire. Et c'est tout ce qu'il y a comme consonne. Ici, vous avez la moitié de l'inventaire consonantique d'une autre langue qui en a 92 différents types de consonnes. Donc vous voyez que la façon dont on va découper ce signal acoustique et le distribuer dans des catégories discrètes est extrêmement variable d'une langue à l'autre. Et ça, c'est quelque chose que le bébé va devoir apprendre. J'ai déjà un problème. Les consonnes sont reliées à notre notion de consonne et de voyelle, à l'écriture du langage. Mais la reconnaissance de la parole, etc., est bien antérieure. Oui. Par exemple, il y a des écritures comme les hiéroglyphes, etc., qui ne font pas la distinction entre voyelles et consonnes. Absolument. Et pourquoi est-ce que c'est nécessaire dans l'analyse d'utiliser cette notion d'emprunter à l'écriture? Oui, c'est une excellente question. En fait on pourrait probablement dire que c'est au niveau de l'explication des choses, c'est un peu l'inverse. C'est que l'écriture, en fait, est une découverte progressive, disons, culturellement très longue de la notion de segment. Et la notion de segment, en fait, a été postulée par les linguistes qui décrivent les différentes langues, y compris des langues qui n'ont pas d'écriture, pour rendre compte d'un certain nombre de phénomènes. Y a-t-il une définition acoustique du segment? Parce que comme vous avez... C'est pas des consonnes écrites, ça. Non, là, il s'agit d'un inventaire de segments définis de façon phonétique. La définition, disons, des phonèmes, et ça c'est en fait un point extrêmement disons, central de discussion en linguistique, au sein de la linguistique, et de débat entre les linguistes et les phonéticiens.
je ne vais pas du tout rentrer dans le débat. Je pense que ce qu'on peut commencer à dire, c'est que si on revient au problème antérieur, disons, au moins tout le monde est d'accord avec l'idée que, bon, d'un côté, on a du son, et de l'autre côté, on a des choses discrètes. Les choses discrètes sont les mots. Là, au moins, au niveau des mots, on est à peu près tous d'accord qu'il y a des choses discrètes qui sont des mots. Alors après, la question, c'est est-ce que les mots ont une structure interne ? Et là, on va commencer à rentrer dans des arguments linguistiques pour dire, oui, effectivement, les mots, ce n'est pas simplement des patchs, disons, de signal acoustique sans structure. On va trouver une certaine combinatoire. On va trouver, pour une langue donnée, des éléments plus petits qui vont, de par leur combinatoire, former l'inventaire de tous les mots possibles. Et il se trouve que ces éléments-là, on les appelle les segments, mais en fait, leur définition acoustique est très difficile à faire. Et ça, c'est un des problèmes qui se pose au bébé. C'est qu'effectivement, le son P, par exemple, que je vais dire dans le mot pas, va avoir une définition acoustique qui va être différente, des propriétés acoustiques différentes du son P dans le mot pi. Donc, pourquoi ? Parce qu'en fait, quand je prononce les syllabes, je vais mélanger les gestes articulatoires pour la consonne et pour la voyelle, de sorte que les deux vont être mélangés. Donc, au niveau acoustique, il n'y a pas une invariance très facile à repérer entre les différents segments. Donc ça, c'est justement un problème que le bébé va apprendre. Si on croit les linguistes, disons, croyons pour l'instant la description linguistique qu'il y a effectivement des sons, des mots, des phrases, et entre les mots et les sons, il y a des segments, alors c'est un problème pour les bébés à résoudre. Si on n'y croit pas, alors à ce moment-là, ce n'est pas un problème, et on va dire que les bébés vont directement mettre en correspondance les sons et les mots. C'est d'ailleurs des propositions qui ont été faites, qui soulèvent toute une série de problèmes, et je ne vais pas rentrer là-dedans. Je vais simplement suivre la tradition linguistique, qui est de dire qu'il existe, que les langues sont définies par un répertoire de consonnes et de voyelles, et que c'est ce répertoire-là que le bébé doit apprendre. Alors, l'existence du répertoire peut être trouvée par un phénomène, en fait, qui est le phénomène de surdité phonologique. Et ce qu'on va trouver, c'est que si on compare deux langues qui ont des répertoires différents, ces répertoires vont avoir une influence sur la capacité des gens à distinguer des sons. Et donc, si vous prenez, par exemple, des Japonais et vous leur faites écouter les mots en anglais « right » et « light », ils vont dire c'est la même, vous avez dit deux fois la même chose. Pourquoi ? Parce que les Japonais n'ont qu'une seule consonne, disons liquide, qui se trouve exactement entre le R et le L anglais. Et donc, pour eux, il s'agit d'une seule catégorie phonétique, un seul segment, alors que les Anglais ont deux segments. Et du fait que les Japonais ont un seul segment, ils vont avoir extrêmement du mal à distinguer, beaucoup de difficultés à distinguer ces deux sons, alors que les Anglais n'auront pas de difficulté. Est-ce qu'on sait à quel niveau cette confusion se fait ? Elle se produit assez précocement. Je vais vous montrer un peu plus tard un exemple là-dessus. Disons, ça se produit des études électrophysiologiques montrent que, dès l'étape de mismatch, negativity, qui se produit environ de 150 millisecondes après le début du segment, on a déjà 150 millisecondes après le début de la consonne, on a déjà des effets de la langue maternelle sur la perception. Et en ce qui concerne la localisation cérébrale, ça se produit aux alentours des aires temporales, enfin assez proches des aires auditives primaires, pas dans les auditives primaires, mais un petit peu sur la périphérie. Pour vous donner un exemple peut-être plus parlant en français, il y a la distinction entre ta et ta. Ta et ta. Donc là, j'ai dit deux mots différents hindi. Je ne sais pas s'il y a des locuteurs du hindi dans la salle. Je ne sais pas si j'ai dit correctement le contraste. De toute façon, vous ne l'avez pas entendu. Donc voilà, donc ça c'est pour vous montrer qu'en français on a une seule consonne qui a la place d'articulation dentale, alors qu'en hindi il y a deux contrastes. Les locuteurs d'hindi n'ont aucune difficulté à faire cette différence, alors que les locuteurs du français sont complètement perdus. Alors en fait, l'effet du répertoire, des répertoires de consonnes des langues sur la perception est assez bien connu. Et on commence à découvrir que les problèmes sont encore plus compliqués que ça, dans le sens que si on demande à des gens combien est-ce qu'il y a de segments, combien est-ce que vous entendez de sons différents dans la chaîne de parole, on va s'apercevoir que les gens ne sont même pas d'accord, par exemple, sur le nombre de voyelles qu'ils peuvent entendre. Si je vous dis le mot d'une marque connue, ici, vous allez, en fait, et je vous demande combien est-ce que vous entendez de voyelles, donc Epson, on va dire il y a deux voyelles en français. Si vous demandez à des Portugais du Brésil, ils vont entendre trois voyelles.
Ils vont entendre E, I, O. Épisone. Ils entendent un I entre le P et le S. Si vous demandez à des Japonais, ils vont entendre un OU entre le P et le S. D'accord ? Si vous regardez maintenant le nombre de consonnes qui sont entendues, bon, vous demandez à des locuteurs du White Hmong, ils vont entendre simplement le S et le N, et le P aura disparu. Donc vous voyez que la façon même dont on va découper ce signal sonore en unités discrètes va dépendre énormément des langues. Et donc ça, c'est quelque chose que le bébé doit apprendre. Alors si on passe à l'étape suivante, donc on admet que l'apprentissage en termes de segments a été effectivement réalisé. On va avoir un autre problème de découpage qui cette fois-ci est le découpage en mots. Parce qu'en fait, si on regarde le signal acoustique, on va se retrouver dans une situation un petit peu comme celle-ci où on n'a pas de pause entre les mots. Hein, il n'y a pas de... Vous avez l'impression d'entendre des mots dans ce que je dis, mais en fait, il y a un signal parfaitement continu. Il n'y a pas de blanc, contrairement à ce qui se passe dans l'écriture, il n'y a pas de blanc entre les mots. Et donc, en fait, vous vous trouvez dans une situation un petit peu comme celle-ci, où vous devez découper, récupérer les mots dans une chaîne continue. Alors, c'est assez facile quand on connaît les mots. Mais ici, si vous ne parlez pas le japonais, vous aurez beaucoup plus de mal pour trouver les frontières de mots. Bon. Et ça, c'est exactement la situation dans laquelle le bébé se trouve. Il n'a pas les mots. Justement, c'est ce qu'il doit apprendre. Et ça serait bien pratique s'il avait les frontières de mots, mais il ne les a pas. Donc, il doit apprendre en même temps les mots et les frontières de mots. Autre problème, on va avoir un problème au niveau du dessus. Donc, même si on suppose qu'on a découpé les mots de façon discrète du signal, on va devoir ensuite leur donner une signification et leur donner aussi un rôle syntaxique, puisque maintenant il s'agit de traiter une phrase et de comprendre ce que veut dire la phrase. Et vous voyez ici que, par exemple, en fait, récupérer les mots ne permet pas toujours de savoir de quoi il s'agit. On a des ambiguïtés qui se situent au niveau syntaxique. Donc le mot dur, ici, va correspondre à un adjectif et ici à un verbe. Alors ça, c'est quelque chose on peut résoudre cette ambiguïté, nous, parce qu'on connaît le lexique et on connaît la syntaxe du français. Mais si vous êtes ici, je crois que c'est du turc, là, vous voyez bien que c'est beaucoup plus difficile. Évidemment, ça, c'est la même situation pour le bébé. Ce qui va se produire effectivement maintenant, c'est que à travers les langues, on va avoir effectivement un problème d'identification des catégories syntaxiques, mais qui est un problème encore plus compliqué, parce que les langues vont varier en ce qui concerne l'ordre des mots. En français, par exemple, on va avoir tous les compléments des verbes qui viennent après. Mais on peut avoir des langues où les compléments des verbes viennent avant les verbes. On peut avoir des langues où le nom et les adjectifs vont être dans un ordre qui va différer, etc., etc. Donc pour le bébé, il va falloir qu'il détermine non seulement les catégories, mais aussi l'ordre dans lequel ces catégories se produisent. Et il doit faire ça en même temps. Bon, alors, au niveau du dessus, même si on suppose qu'on a découpé les choses en termes syntaxiques, nom, verbe, nom, etc., on va avoir un nouveau problème, qui est le problème de mettre en correspondance une description, disons, syntaxique de la phrase avec une signification possible de l'énoncé. Et là, on se retrouve à nouveau dans un nouveau problème d'indétermination. C'est qu'une même scène dans laquelle un énoncé est produit pour avoir des tas de significations différentes. Donc là, on pourrait dire l'homme pousse la fille, mais ça pourrait être la fille est poussée par l'homme. D'accord ? C'est deux faces. Donc on pourrait imaginer que le verbe ici veut dire épousser par aussi bien que pousse. Donc là vous voyez qu'il va à nouveau avoir un problème d'acquisition qui va se poser pour le bébé. Je ne vais pas commenter sur l'image de droite, je vais passer directement au petit résumé de ce qu'on appelle le problème de la mise en route. Donc le problème de la mise en route est le suivant. Le bébé a à sa disposition le signal acoustique et puis il a également accès à des informations sensorielles venant d'autres modalités. Donc ça, c'est ce qui est donné. Et puis tout le reste doit être appris. En tout cas, tout ce qui concerne les aspects linguistiques. Donc il doit apprendre quels sont les sons de la langue. Il doit apprendre quels sont les mots de fonction, les petits mots grammaticaux. Il doit apprendre quels sont les mots. Il doit apprendre également quels sont les rôles syntaxiques de ces mots. Il doit apprendre le sens de ces mots. Et voilà. Donc le problème, c'est que on se retrouve avec une très grosse difficulté parce qu'on s'aperçoit que si on veut apprendre un niveau de traitement, par exemple le sens des mots, eh bien, ça serait bien pratique d'avoir la liste de tous les mots, par exemple. Mais avoir la liste de tous les mots, pour avoir la liste de tous les mots, ça serait bien pratique d'avoir le sens des mots, etc., etc. Donc à tous les niveaux de l'apprentissage du langage, on se retrouve avec un problème de dépendance multiple
entre tous les niveaux qui doivent être appris. Et donc, le gros problème, c'est de savoir comment est-ce que le bébé va faire pour se dépatouiller dans tout ça. Et il le fait, puisqu'on sait que tous les bébés, disons sauf des cas de lésions neurologiques, vont apprendre la langue et vont en fait résoudre ce problème de mise en route pendant les quelques premières années de leur vie. Alors, donc la façon dont on aborde ce problème-là au laboratoire, c'est de le regarder sous plusieurs angles. Donc nous, on s'intéresse principalement donc à ce problème du développement. On étudie surtout les effets de la structure sonore du langage, et ça, je vais vous donner un exemple de ça. Et puis également le démarrage de la syntaxe, et je vous donnerai un exemple de ça. Les autres thèmes du labo, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Je vais me concentrer sur ce problème de mise en route. Bon, là, c'était simplement pour vous donner un petit peu une idée du profil des gens qui travaillent dans notre laboratoire. Vous voyez, c'est assez divers. On a des gens qui viennent de mathématiques ou d'écoles d'ingénieurs. On a des médecins, des gens de psychologie, de linguistique et de biologie. Et donc ça, c'est effectivement, pour résoudre ce type de problème, disons, on a vraiment besoin de croiser un certain nombre de compétences très variées. Alors, l'hypothèse qu'on poursuit au laboratoire pour résoudre ce problème de la mise en route, c'est l'idée qu'en fait, le bébé va commencer par travailler avec ce qu'il a. C'est une idée toute simple, hein. Il va travailler avec le signal acoustique. Et l'idée est que l'espoir est que le langage humain est constitué de telle sorte qu'en inspectant de façon très détaillée et très fine le signal acoustique, on va pouvoir arriver à récupérer des informations qui permettent disons, d'apprendre des éléments de tous les niveaux supérieurs de traitement du langage. En parallèle, évidemment, le bébé va travailler aussi sur ses entrées sensorielles, disons, non linguistiques, et va développer une certaine conceptualisation, disons, de ce qui se passe dans le monde, de sorte qu'au bout d'un certain temps, il va pouvoir mettre tout ça en correspondance. Et donc, on va pouvoir démêler cet écheveau très compliqué de l'interaction en supposant que la mise en route se fait par le bas. C'est l'hypothèse bottom-up. Alors, je vais illustrer ça par deux exemples. Un exemple que je développerai un peu plus, c'est celui de l'acquisition des catégories phonologiques. Hein, donc, je vous ai parlé un petit peu déjà du problème. Et puis, un deuxième exemple qui est l'acquisition des catégories syntaxiques. Et je vais le faire peut-être en mettant un peu l'accent à la fois sur les aspects expérimentaux de ce qu'on fait dans le laboratoire, mais aussi en vous montrant qu'on a commencé à travailler un petit peu les aspects de modélisation pour mieux définir, disons, quels sont les processus que le bébé pourrait mettre en œuvre pour apprendre ces éléments. Donc, acquisition des catégories phonologiques. Donc là, c'est deux chercheurs du laboratoire qui sont particulièrement intéressés à ce problème. Donc, je peux vous, disons, respécifier un petit peu plus finement la nature du problème. Donc, on va supposer que le bébé démarre avec un code acoustique. J'ai mis acoustique phonétique, c'est-à-dire, en fait, c'est une représentation du signal acoustique qu'on va supposer être continu et qu'on va supposer être universel. C'est-à-dire, on va supposer que tous les bébés, quelle que soit leur langue, disons, la langue dans laquelle ils sont plongés, ont la même représentation, et d'ailleurs aussi tous les adultes ont la même représentation acoustique phonétique du signal. Et puis, à partir de cette représentation-là, on va avoir une étape de discrétisation. On va passer à un code discret, ici, et qui est un code qui dépend des langues. Ça, c'est vraiment la donnée fondamentale disons, à partir de laquelle on travaille. Donc, il y a ici une étape de décodage phonétique, et c'est sur la base de ce code discret qu'on va identifier les mots de la langue. Donc, le signal acoustique est continu. On peut produire un nombre infini de variations, disons, phonétiques. Et ce que les travaux de perception de la parole ont montré depuis longtemps, depuis les années 60, c'est que notre perception de ces sons-là est discrète. Donc c'est à partir de ces observations-là qu'on est arrivé à l'idée de la perception, disons, d'un code discret. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vous présente, je fais quelque chose de synthétique qui va être, mettons, un continuum avec un synthétiseur, on peut fabriquer des sons qui vont être compris entre pas et ta. Par petit élément discret, on va fabriquer tout un tas d'intermédiaires entre pa, et puis ta. Je vous présente ça. Et bien, ce que vous allez entendre, c'est quelque chose de très discontinu. C'est-à-dire que vous allez entendre en gros pas ici, et tout d'un coup, vous allez entendre ta. Également, votre capacité à distinguer deux sons va être extrêmement mauvaise, va être au hasard
quand vous restez à l'intérieur d'une catégorie, et cette discrimination va grimper au moment où vous franchissez la catégorie la frontière entre deux catégories. Excusez-moi, comment se fait de qualité expérimentale, vous passez continuellement de l'un à l'autre ou vous faites une alternance Alors il y a en fait ici le résultat idéalisé, hein, mais en gros les données sont à peu près comme ça, de deux paradigmes. Ici c'est un paradigme d'identification, simplement vous avez un bouton pas, un bouton ta, et vous devez appuyer selon ce que vous entendez. Et donc là, on voit qu'on passe de façon très abrupte d'un label à un autre label. Et ce résultat ici en rose, je vais faire tous les noms de couleurs, correspond à une tâche de discrimination dans laquelle on va présenter deux stimuli très proches. Et on va faire une tâche de discrimination. Donc je vais vous faire pas. Est-ce que c'était le même son ou pas? Vous devez dire oui ou non. D'accord? Et donc il y a plusieurs façons de faire des tâches de discrimination. Les tâches les plus sensibles, ça consiste à répéter 5 ou 6 fois le même son, et puis tout d'un coup de faire un changement. Et le dernier est soit le même, soit un son différent, et vous devez dire si vous avez entendu un changement. Hein. Donc même avec des tâches comme ça, on obtient une perception relativement discrète. Et donc, ce type de tâche a été fait chez le bébé. Et là, je vous montre juste cet exemple pour vous montrer comment est-ce qu'on peut travailler avec un bébé. Donc, à la manière ancienne, ça c'est dans les années 70, les travaux de Peter Hymas ont été faits en utilisant la méthode de succion. Et donc, avec la méthode de succion, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre une tétine dans la bouche du bébé. Le bébé va téter. Et à chaque succion de haute amplitude, le bébé va entendre la syllabe pas. Donc, chaque fois que le bébé tète, il entend pas. Alors, ce qu'on obtient, c'est que le bébé va téter, il va se mettre à trouver ça très intéressant, la succion va monter, et puis au bout d'un moment, c'est toujours la même syllabe. Bon, ça retombe. D'accord? Le bébé commence à s'endormir. Et ce qu'on va faire, c'est que pour certains des bébés, on va tout d'un coup changer, passer un certain critère fixé par l'ordinateur, pour la moitié ou le tiers des bébés, on va tout d'un coup changer, on va passer à ta. Et là, on va observer que le taux de succion remonte. D'accord? Donc quand on obtient une telle remontée du taux de succion, on peut conclure que le bébé a entendu la différence. Et ici, vous avez ce qui se passe quand on ne change pas la stimulation. Donc on continue à jouer la même syllabe, et là, la performance chute. Le bébé continue à s'endormir. Et ici, ce que vous avez, c'était une condition intéressante, c'est un changement phonétique, enfin un changement acoustique, mais qui reste dans la même catégorie que pour l'adulte que le son de départ. Et là, le bébé ne réagit pas. Il est exactement comme dans la situation où il n'y a eu aucun changement. Quand on peut voir ce cas décrit ici. Donc là, ici le stimulus, on part de ce stimulus-là, et soit on change vers le stimulus, ici c'était le continuum bas-da, on passe de bas à un autre bas, ou de bas à un da, en gardant constant la différence acoustique, mesurée de façon acoustique. Et là, on observe donc une discrimination très importante ici et très faible ici. Et ça, c'est une expérience qui a été refaite plus récemment avec la technique des potentiels évoqués, où on a trouvé le même résultat, c'est-à-dire une perception catégorielle. On a une réaction beaucoup plus importante dans le cerveau du bébé quand on franchit une frontière de catégorie que quand on reste à l'intérieur d'une catégorie. Donc ça indique que les bébés, comme les adultes, perçoivent la parole de façon catégorielle. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder maintenant des contrastes. Donc là, les contrastes qui ont été testés, c'était des contrastes qui sont extrêmement fréquents à travers toutes les langues. Et donc, ce que les travaux de Werker et Thies ont fait dans les années 80, c'était de regarder des contrastes qui n'existent que dans une langue, en l'occurrence dans une langue et pas dans une autre langue. Donc là, c'était le contraste entre ta et ta que je vous ai fait tout à l'heure. Et ce qu'on trouve, donc, c'est que les bébés de 6 à 8 mois, les bébés anglais, les Anglais sont comme les Français. Ils n'entendent pas la différence entre ta et ta. Mais les bébés anglais, oui, ils entendent la différence entre ta et ta, et ils la perdent aux alentours de 10 à 12 mois. Donc, à partir de 1 an, les bébés anglais sont exactement comme les adultes anglais. Ils n'arrivent plus à faire le contraste entre des sons qui ne sont pas des sons dans leur langue. Alors ça, c'est très intéressant. Ça montre qu'il y a effectivement un apprentissage très très rapide des catégories phonétiques qui sont faits par les bébés. On a montré depuis que, par exemple, pour l'apprentissage des voyelles, c'est encore plus rapide. Aux alentours de 6 mois, déjà, les bébés ont commencé à établir des prototypes des voyelles de leur langue. Et ce qu'on pense, c'est alors la question qui va se poser, la question immédiatement suivante, c'est quel est le mécanisme qui permet au bébé de faire cet apprentissage. Oui. J'ai entendu parfois dire que
le début de... Il y a déjà la langue que le bébé entend lors de la grossesse joue un rôle qu'à la naissance. Est-ce que c'est vrai ça ou pas? Ça veut dire que, par exemple, si vous prenez des bébés à la naissance, c'est beaucoup plus jeune que cela, par exemple, ils font déjà des distinctions et ne se comprennent pas de la même façon. Et l'explication la plus probable, c'est que... Oui. Donc, en fait, la réponse à cette question dépend du niveau de connaissance linguistique qu'on va regarder. Si on regarde des choses très détaillées comme les différences entre consonnes, on n'a aucune influence de la langue maternelle jusqu'à 6 mois. Les choses commencent à se manifester à 6 mois. Et avant ça, il n'y a aucune différence entre les bébés. Et ça, ce n'est pas tellement étonnant parce que de toute façon, le type de signal acoustique qui arrive au bébé dans le ventre de la mère est extrêmement déformé, il est surtout filtré. Et ce que les bébés vont entendre, c'est... Ils vont entendre quelque chose comme ça. Donc ça leur permet d'apprendre des choses sur le rythme et la prosodie de la langue, mais pas sur les informations spectrales fines qui concernent une langue particulière. Et donc effectivement, il y a des données qui indiquent que dès 4 jours de vie, les bébés préfèrent écouter leur langue maternelle par rapport à une langue étrangère. Et on a également montré qu'ils le font sur la base du rythme, puisqu'en filtrant la parole, donc en reproduisant en gros les conditions d'écoute qu'ils ont eues pendant la grossesse, ça se passe exactement de la même façon. Les résultats sont les mêmes en parole filtrée et non filtrée. Donc ce que ça veut dire, c'est que les bébés vont apprendre de façon beaucoup plus rapide les informations, disons, globales qui concernent les énoncés, le rythme et la prosodie, et ensuite vont progressivement focaliser pendant la première année de vie sur des informations de plus en plus fines. Et donc ça, c'est en fait les informations les plus fines possibles. C'est vraiment des contrastes extrêmement petits qui vont être appris donc aux alentours de 10-12 mois. Alors, comment est-ce qu'ils vont faire pour apprendre ces informations, ce type de choses? On pense maintenant que les bébés vont utiliser des informations statistiques. C'est-à-dire que, en gros, l'hypothèse qu'on a, c'est que les bébés sont des phonéticiens extrêmement disons, pointilleux et également des statisticiens très fins, parce qu'ils vont repérer que dans une langue, comme par exemple, si on prend le cas du ta et du ta, on va avoir dans une langue comme le tamoul ou le hindi, on va avoir 2 pics dans les distributions statistiques de ces items, alors qu'en français ou en anglais, on va avoir un seul pic. Et donc, dans une très jolie expérience qui a été réalisée récemment, Jessica May et Juan Gerken ont fabriqué une espèce de langue artificielle dans laquelle ils ont joué des stimuli qui étaient soit en distribution bimodale, soit en distribution monomodale, et ensuite ont présenté les stimuli extrêmes à des bébés. Et ils ont trouvé que les bébés, donc là des bébés de 6 mois, faisaient la discrimination, maintenaient la discrimination entre ces 2 stimuli seulement dans le cas d'une distribution bimodale, mais pas dans le cas d'une distribution monomodale. Ça c'est par succion aussi? Non, ce n'est pas la succion, c'était l'orientation du regard. Donc la succion est utilisée pour les bébés très petits. Pour les bébés un peu plus âgés, à partir de 6 mois, la succion ne marche plus. Ce n'est plus un réflexe qui peut être utilisé pour ce type d'expérience. On utilise plutôt l'orientation du regard. Et ce qu'on va faire, c'est la même idée. C'est que quand le bébé regarde à gauche, il va avoir des sons qui vont lui être joués. Dès qu'il s'arrête de jouer, ça s'arrête, etc. Il reprend. Et donc de cette façon, on peut mesurer l'intérêt du bébé et on peut également mesurer sa capacité à discriminer des sons. La logique, disons, des expériences est la même que celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc maintenant, pour résumer, l'idée qu'on a, c'est que, en gros, on aurait ce que les bébés vont faire pendant la première année de vie, c'est fabriquer des détecteurs de segments, détecteurs qui vont leur permettre ici de maintenir 2 sons différents, le ra et le la. Il va y avoir 2 détecteurs qui seront construits chez les bébés anglais, alors que chez les bébés japonais, on aura un seul détecteur, parce qu'on a ici un seul mode dans la distribution phonétique. Je passe sur cette histoire ici. Donc là, c'est juste la même chose. Je vais passer également. Alors, donc ça, c'est une histoire qui est assez jolie, mais on pense qu'elle est fausse. Elle est fausse parce que les langues sont plus compliquées que ça. Il y a 2 problèmes principaux qui se posent pour ce type de modèle. Le premier, c'est que les distributions statistiques vont donner les segments, mais pas les phonèmes. Alors ça, c'est une distinction que je vais vous expliquer
tout à l'heure. Et le deuxième problème, c'est qu'on a en fait des dépendances entre l'acquisition des phonèmes et l'acquisition des syllabes. Donc je passe sur ce premier problème. Donc, c'est quoi la distinction entre les segments et les phonèmes? Bon. Si on prend une langue ici comme je crois que c'est l'espagnol, et qu'on regarde, on va dessiner un symbole par phonème. Et là, quand je dis phonème ici, ça correspond à des lettres qui sont effectivement utilisées. Hein. On va avoir un inventaire comme ça. Mais si on écoute le signal, on va avoir plus de sons. Si on se met à opérer le même algorithme, enfin à utiliser le même algorithme qui a été décrit chez les bébés, qu'on regarde quels sont les sons qui sont réellement produits de façon robuste et réplicable dans la langue, on va avoir des tas d'autres trucs qui se sont rajoutés. Alors qu'est-ce que c'est que ces autres trucs qui sont ici? Ça, ce sont des segments, mais ce n'est pas des segments qui vont rentrer de façon très, disons, reproductible et réplicable dans la fabrication des mots. C'est ce qu'on appelle des allophones. Et ce qu'on observe donc, c'est que ces sons-là, en fait, sont reliés à un son qui est à côté. Donc par exemple, le S et le Z, ou alors le D et le D, une espèce de fricatif que je n'arrive pas à produire. Et ces sons-là se retrouvent, en fait, on va donner l'exemple ici avec le D. Si on a disco, on va avoir L disco, mais on va avoir mi disco. Donc le D va devenir ce son fricatif. En fait, c'est le même son abstrait qui va se réaliser de façon phonétique comme deux sons, comme deux segments distincts. Hein, c'est donc ce qu'on appelle les allophones. Alors en français, on a un exemple, par exemple, avec les liquides, comme le R. Donc on va dire, par exemple, art dans art brut, on va faire un R voisé. Et si je fais art terrible, je fais un R, qui en fait correspond au R de l'allemand. D'accord ? On n'en a pas conscience qu'on fait ces distinctions-là, mais si on mesure le signal acoustique, on s'aperçoit qu'en fait, la façon dont on réalise un phonème abstrait va être dépendant du contexte et donc va donner lieu à un inventaire de formes phonétiques beaucoup plus étendu que celui des phonèmes. Vous voyez, on rajoute des tas de sons. Juste pour que je comprenne. Donc la différence, c'est entre ce que quelqu'un peut discriminer quand on lui fait écouter un enregistrement ou quelqu'un qui parle et l'analyse simplement de la forme d'onde de l'enregistrement. C'est ça. Donc le résultat, c'est qu'en fait, si on suppose que tout ce que le bébé fait, c'est calculer des distributions bimodales ou trimodales, etc. dans le signal, il va arriver en espagnol à cet inventaire-là, alors que ce qu'on voudrait avoir comme inventaire réel pour le bébé, c'est un inventaire beaucoup plus restreint. En fait, le problème est encore plus grave que ça, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de variations dans la façon dont on va réaliser un phonème. Et donc, si le bébé ne fait pas cet apprentissage-là, il va commencer à faire des hypothèses un peu idiotes. Par exemple, il va supposer qu'il y a deux mots en espagnol, disco et disco. C'est en fait le même mot. C'est le même mot, pourquoi? Parce que ces deux variantes-là sont en fait le même phonème. C'est des phonèmes qui ont des réalisations phonétiques différentes à cause du contexte. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est que ça serait quand même intéressant pour le bébé d'apprendre cette distinction-là avant de commencer à apprendre les mots. Parce que sinon, il va se retrouver avec beaucoup trop de mots qui sont en fait des variantes du même mot. Et donc, on s'est demandé comment est-ce qu'on pourrait modifier cet algorithme d'apprentissage statistique de sorte qu'il puisse conclure que ici, on a un cas du même phonème, en fait, abstrait. Alors là, ouais. Donc il y a une chose qu'il faut remarquer, en fait, et c'est la base, disons, de l'algorithme qu'on a proposé, c'est qu'en fait, contrairement à ce qui se passe dans les phonèmes, pour les phonèmes qui sont des vrais phonèmes de la langue, la distribution, mais cette fois-ci, c'est plus la distribution statistique au sens de tout à l'heure, mais la distribution séquentielle de ces deux éléments-là est très contrainte. Puisqu'en fait, on va trouver ici ce son-là uniquement entre deux voyelles. D'accord ? Dès qu'on n'est pas dans ce contexte-là, on va trouver cette variante ici. D'accord ? Donc ça, c'est une règle de l'espagnol, et c'est le cas pour toutes ces variantes allophoniques, c'est que c'est des variantes d'un phonème qui sont dépendantes d'un contexte particulier. Okay ? Et donc l'idée, c'est que si on proposait un algorithme qui regardait les contraintes
de réalisation d'un segment en fonction de ce contexte, on pourrait arriver à découvrir que ces deux variantes-là sont le même phonème de façon sous-jacente. Est-ce que c'est clair? N'hésitez pas à poser des questions hein, si c'est pas clair. Oui. Vous allez nous parler de la force motrice qui fait que le bébé il fait tout ce travail ou non? De la force motrice qui fait que le bébé fait ce travail et que tous les bébés arrivent au même résultat. Qu'est-ce que vous appelez force motrice? Pourquoi ils classent? Pourquoi ils font tout ça? Ah, pourquoi? Ça, c'est une question. Ils arrivent au même résultat. La motivation. Est-ce que ça va apparaître dans votre présentation? Le fait, ça apparaît dans le sens qu'on a observé que. Oui, d'accord. On sait que les bébés à 10 mois, 12 mois, se sont débrouillés pour apprendre les phonèmes de leur langue. Et on sait d'ailleurs aussi qu'ils ont appris cette distinction-là. Hein. Ce qui se passe, c'est que les bébés, à 12 mois, ne font pas la distinction entre deux et deux. Bien qu'on ait deux modes différents statistiques dans le signal, les bébés se sont débrouillés pour assimiler ces deux sons-là à un seul son. Donc on sait qu'ils font tout ça, on sait qu'ils le font à une vitesse prodigieuse et qu'ils le font de façon extrêmement robuste au bruit et également ils le font sans aucun problème, même s'ils sont confrontés à plusieurs langues en même temps. Ce qui pose, du point de vue de l'acquisition, des problèmes absolument redoutables. Mais là, j'en parle même pas des problèmes du multilinguisme. Donc ça, c'est un petit peu notre point de départ, c'est notre étonnement face aux performances incroyables du bébé. Comment le bébé fait pour apprendre aussi vite, alors que les adultes qui essaient de faire la même chose échouent de façon assez pathétique, on peut dire. Donc sur la force qui fait que les bébés font ça, on ne sait pas. Nous, ce qu'on essaie de savoir, c'est comment ils font, quels sont les algorithmes, quels sont les mécanismes qui lui permettent de le faire aussi, de façon aussi robuste. Après, la question de pourquoi est-ce que les bébés sont équipés d'un tel mécanisme, probablement, il faudra chercher la réponse du côté de la génétique et de la théorie de l'évolution. Disons, on a des cas d'enfants qui ne font pas ça, qui vont avoir des délais et des retards, et c'est ce qui s'appelle la dysphasie ou la dyslexie. Et on commence à examiner un petit peu les causes de ces retards. Pour certains de ces troubles, on a pu les relier à certains problèmes génétiques. Il y a aussi des problèmes environnementaux qui peuvent déclencher l'apparition de ces phénomènes-là. Donc là, ça c'est une exploration qui commence à être faite. Mais je dirais qu'on en est encore très loin, compte tenu qu'on commence tout juste à comprendre, disons, quels sont les mécanismes qui existent chez le bébé. Voilà. Donc là, il s'agit d'un travail qui a été fait, en collaboration avec donc Sharon Peperkamp, Jean-Pierre Nadal qui est ici. Et donc on s'est demandé, est-ce qu'on pourrait imaginer un algorithme qui va essayer de découvrir, donc de façon plus fine que l'algorithme précédent qui cherchait juste des distributions gaussiennes, en gros, dans le signal, des distributions qui sont, disons, dépendantes du contexte. Et donc là, on a développé une idée qui était, disons, de prendre en compte, cette fois-ci, la probabilité d'occurrence d'un segment compte tenu du contexte dans lequel il apparaît. Donc je ne vais pas commenter cette jolie formule, mais c'est en gros l'idée qu'on va donc regarder les phonèmes ou les segments qui sont dans des distributions qui sont presque complémentaires, c'est-à-dire qui ne se situent pas dans les mêmes contextes les uns par rapport aux autres. Bon, je ne vais pas expliquer non plus ça en détail. Je vais simplement vous montrer qu'avec ce type de mesures statistiques, on arrive là dans des corpus qui sont des corpus artificiels à récupérer donc là on prend des corpus, on va faire une langue artificielle qui va contenir des phonèmes, par exemple les phonèmes du français, par exemple en respectant la fréquence des phonèmes du français, mais on va mettre aucune autre structure, et ensuite on va introduire des règles de type de qui devient the, d'accord, et on va regarder si l'algorithme est capable de récupérer le fait que de et the sont reliés parce qu'ils apparaissent dans des contextes différents. Et donc là, ce qu'on obtient, c'est les performances de l'algorithme en fonction de l'échantillonnage, de la taille du corpus. Donc on sait qu'à partir d'un corpus d'énoncés d'une certaine taille, disons, l'algorithme arrive à récupérer ici la règle par rapport à tout le bruit environnement. Et là, on peut voir aussi que c'est un algorithme qui résiste au bruit, c'est-à-dire que si on suppose que le bébé n'entend pas très bien et va de temps en temps mélanger de et the,
ou de temps en temps mélanger deux consonnes proches. Néanmoins, l'algorithme va quand même pouvoir récupérer le fait que là, on a deux segments qui sont en distribution complémentaire, qui sont donc reliés par une règle phonologique. Alors, le truc intéressant, c'était de regarder ce qui se passait dans un vrai corpus, un corpus d'énoncés ici en français. Donc là, on a travaillé à partir de transcriptions qui ont été faites d'interactions entre des parents et des enfants. On a enlevé ce que disaient les enfants, on a juste récupéré les énoncés des parents et on les a transcrits de façon phonétique. Et on a manipulé en fait les règles phonologiques qu'on allait implémenter dans la langue. Et donc là, on a mis par exemple le re qui devient re, mais aussi le qui devient le m qui devient m. Donc en fait, on a en français tout un tas d'allophones, de paires phonèmes allophones qui sont liés au voisement de tous ces segments-là dans certains contextes. Et on a également en français une règle qui va transformer le que en un segment très proche, mais qui est différent dans d'autres langues, par exemple entre K et qui. Le que je fais dans qui est assez différent phonétiquement de que dans K. D'accord ? Il faut l'entendre, mais c'est un contraste qui est utilisé dans certaines langues. Donc c'est vraiment quelque chose que le bébé va être capable de distinguer. Et alors ce qu'on a trouvé, c'est que quand on fait tourner cet algorithme sur ce type de corpus, on a en fait énormément de fausses alertes, c'est-à-dire que le système va trouver plein de paires de phonèmes qui va dire « Ah, ça c'est relié avec ça c'est relié avec ça », plein de choses comme ça. Qui ne correspondent absolument pas à des vraies règles du français. Donc là, on peut voir les résultats ici. Donc, en fonction d'un certain paramètre de l'algorithme, on va trouver ici le nombre de fausses alarmes. Donc, c'est absolument énorme. On a 500, il va trouver 500 paires de segments qui ne sont absolument pas reliés en français, mais que l'algorithme pense qu'ils sont reliés. Et ici, on a les vraies règles qui sont détectées par l'algorithme. Donc, on peut voir que même si on fait bouger ici le seuil, disons, de l'algorithme, il n'y a aucun moment où on va avoir un comportement satisfaisant. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait... en fait, ce qui se passe dans les langues, c'est que les phonèmes qui sont reliés entre eux, les segments qui sont reliés entre eux par des règles de type règles phonologiques, partagent un certain nombre de propriétés, et que notre algorithme purement statistique n'était pas assez contraint finalement. Il allait chercher uniquement des inhomogénéités dans les distributions, mais ça ne suffit pas, parce que des inhomogénéités dans la distribution, les langues naturelles en introduisent plein pour d'autres raisons. Et donc on a introduit un certain nombre de contraintes. En particulier, les contraintes sont que finalement, si vous regardez ce qui se passe en français, par exemple, entre le re et le re, bon, c'est deux sons qui sont quand même assez proches. Puisque au départ, même les Français ont du mal à les distinguer. Il n'y a aucune langue qui va transformer un son dans un son extrêmement différent. Par exemple, il n'y a aucune langue qui va transformer le A dans la consonne S. Ça ne se produit jamais. Donc, on a introduit donc une contrainte de distance qui fait qu'on va n'autoriser finalement l'algorithme à trouver des règles que quand il s'agit de phonèmes relativement proches. De la même façon, il y a une autre propriété des langues qui se produisent, c'est que dans l'exemple que je vais donner avec art brut et art terrible, j'exagère un petit peu le contraste ici, en fait, la chose qui est déterminante, c'est que le T, finalement le re va être plus proche du T que le re ne l'aurait été. C'est compliqué ici. En gros, ce qui se passe dans la phonologie des langues naturelles, c'est qu'on a des processus d'assimilation. En gros, ce qui se passe, c'est que quand on parle, on va produire un certain nombre de gestes, et ces gestes vont avoir tendance à s'influencer mutuellement. Et ce que certaines langues vont faire, c'est qu'elles vont transformer ça en une règle absolue. C'est-à-dire que maintenant, en français, on va, d'une certaine façon, prendre le geste du phonème qui suit, c'est-à-dire le phonème T, et on va le propager un petit peu, on va influencer le phonème qui précède, et ça de façon régulière et répétée. Un exemple. Donc peut-être c'est plus clair si je vous donne l'exemple du voisement du S. Donc il y a des langues où on va avoir le son S qui va se transformer en son Z entre deux voyelles. Donc ça c'est peut-être plus clair, parce que d'abord on comprend la distinction entre le S et le Z, et puis d'autre part on voit bien que quand
on va avoir des voyelles. Les voyelles correspondent à des vibrations des cordes vocales. Et quand on fait le son Z, on fait vibrer les cordes vocales, alors que quand on fait le son S, on ne fait pas vibrer les cordes vocales. Donc ce qui se passe dans ces contextes-là, c'est que la vibration des cordes vocales est propagée à la consonne qui est entre les deux voyelles. Et donc ces phénomènes de propagation des propriétés articulatoires des sons entre eux sont très systématiques à travers toutes les langues. Et donc on s'est dit, si c'est tellement systématique, on va rajouter ça comme contrainte dans l'algorithme. Et effectivement, si on rajoute ça comme contrainte dans l'algorithme, ça marche. On est content. On va se retrouver ici. Le nombre de fausses alarmes décroît. Ici, ça c'est le nombre de fausses alarmes. Il va tomber si on rajoute une contrainte, une des deux contraintes. Et si on rajoute les deux contraintes, on élimine toutes les fausses alarmes. Et donc on peut trouver des régimes de fonctionnement de l'algorithme où on va détecter uniquement les bonnes règles et éliminer toutes les règles qui sont des pseudo-règles qui sont liées à des propriétés uniquement statistiques, disons, du corpus. Donc ça, c'était, disons, la première étape. Et la deuxième étape, c'est que maintenant, on va vouloir vérifier chez le bébé si ce type d'algorithme a une plausibilité quelconque. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fabriqué une langue artificielle dans laquelle on va rajouter ici, en fait, la règle de l'espagnol. Donc, entre deux voyelles, le feu va devenir un ve. D'accord ? Donc, on fait une petite langue avec un tout petit nombre de mots, un tout petit nombre de sons, et on va présenter ça à un bébé. Donc, c'est exactement comme tout à l'heure. On fait cette petite langue artificielle, on introduit la régularité statistique dont on pense qu'elle est critique pour l'apprentissage, et on va vérifier que le bébé va détecter, va être sensible à cette régularité-là. Donc là, maintenant, on a des bébés qui vont être dans une langue comme l'espagnol, avec pas de différence entre, mettons ici, feu et veu. L'espagnol n'est pas comme ça, mais c'est une langue genre espagnol. Et on va le comparer à des bébés qui seront dans une autre langue dans laquelle on n'aura pas mis cette règle-là, et qui, eux, vont continuer à faire la distinction entre feu et veu. Vous voyez un petit peu, donc j'ai pris cet exemple-là parce que je pense que c'est assez illustratif de l'approche qu'on a. On se pose des questions sur le développement du bébé, on fait des hypothèses sur le type d'algorithme, le type de mécanisme d'apprentissage qui pourrait être mis en œuvre, on teste cette idée avec des algorithmes statistiques qu'on fait tourner sur des corpus. Une fois qu'on a validé l'algorithme, on va tester ensuite chez le bébé si cet algorithme est effectivement utilisé avec des petites langues artificielles. La chose qu'on n'a pas fait, d'ailleurs, c'est de tester, et ça on va le faire ensuite, de tester si le bébé est sensible à ces contraintes linguistiques qu'on a dû rajouter dans notre algorithme. L'algorithme, il avait deux composantes. Il avait une composante purement statistique, on regardait les différences de distribution, et il avait une composante linguistique, on a dit, bon, il faut que les sons soient suffisamment proches, il faut qu'il y ait un phénomène d'assimilation entre les sons, et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas testé ici. Là, on a pris des langues qui vérifiaient ça, mais on aimerait savoir maintenant si les bébés également appliquent ces contraintes linguistiques pour ce type d'apprentissage. Combien de temps il me reste ? En principe, on a l'habitude de finir au bout d'une heure, donc il reste 5-10 minutes maximum. D'accord. Bah donc je vais peut-être passer... je vais peut-être passer là-dessus, complètement. Ouais, non, alors je vais peut-être rester en phonologie. Donc je pensais donner un exemple avec la syntaxe. Mais là, je vais peut-être rester là-dessus, sinon ça va être un petit peu trop mélangé. Je voulais juste donc vous donner, en restant sur l'acquisition des phonèmes, vous donner un autre exemple qui vous montre à quel point finalement le problème de l'apprentissage des sons, au départ semblait simple, mais se complique au fur et à mesure qu'on regarde dans le détail. Ça a à voir avec le phénomène dont je vous ai parlé au tout début, qui est le fait que la façon dont on découpe les sons donc, dépend des langues, ça dépend du répertoire, et là j'ai montré que ça dépend du répertoire et des contraintes entre les segments, mais le problème est encore plus compliqué et encore plus difficile parce qu'en fait, on a la façon même dont on découpe le signal en unités dépend d'autres choses encore, c'est-à-dire les syllabes qui sont possibles dans la langue. Et donc là, on s'aperçoit qu'on a des langues qui autorisent des syllabes très compliquées, comme en français, encore plus en anglais,
encore plus en polonais et encore plus en berbère. On peut avoir des suites de consonnes extrêmement longues. Et puis, on a des langues comme le japonais, on va avoir très très peu de syllabes possibles. Donc là, essentiellement, en japonais, on va autoriser consonne, voyelle, consonne, voyelle, consonne, voyelle, avec quelques exceptions. Et c'est tout ce qui est possible. Et donc, on s'est aperçu que ces caractéristiques des langues, qui sont des caractéristiques sur la grammaire syllabique, ce qu'on appelle la grammaire syllabique, vont complètement modifier la façon dont on découpe les sons de façon élémentaire. Et donc, si vous jouez le mot sphinx à un japonais, il va dire qu'il y a 1, 2, 3, 4 voyelles là-dedans. Su, fin, ku, su. D'accord? Christmas, ça va donner kurisumasu. Nous, en français, on a le phénomène inverse, c'est qu'on va effacer des choses. Donc, les Japonais considèrent ici qu'il y a 4 voyelles, donc dans to, o, kyo, o, et nous, on entend que to, kyo, 2 voyelles. Parce qu'en japonais, on a une distinction entre les voyelles longues qui comptent comme 2 et les voyelles courtes qui comptent comme 1. En français, on n'a pas du tout cette distinction-là. Donc, vous voyez que là, maintenant, on a un problème de segmentation dans le temps. C'est que si on prend le signal continu, la façon même dont on va couper le signal en unité discrète dépend de la langue. Et là, ça ne dépend pas des consonnes et des voyelles, parce que les consonnes et les voyelles ici sont les mêmes en français et en japonais. Ça dépend de la grammaire syllabique, c'est-à-dire de qu'est-ce qui est autorisé comme combinaison de consonnes et de voyelles. Et donc, ce qu'on a fait au laboratoire depuis un petit moment, c'est de montrer que c'est un vrai effet d'illusion. Donc là, c'est une illusion perceptive. Les Japonais vont percevoir une voyelle alors qu'il n'y a pas de signal. Donc on a fabriqué des continua entre quelque chose comme ebuzo et ebzo. Ebzo, il n'y a pas de voyelle. Et les Japonais vont continuer à dire qu'il y a une voyelle à cet endroit-là. Et c'est vraiment des effets qui sont extrêmement robustes. On a pu montrer qu'ils se produisaient vraiment pendant les toutes premières étapes de traitement, donc avec des potentiels évoqués, avec des expériences d'IRM. On a trouvé quelles sont les régions impliquées, et en particulier une région qui est extrêmement proche des aires auditives primaires. Et donc là, c'est un phénomène qui montre qu'en fait, le découpage en consonnes et voyelles est encore plus compliqué que ce qu'on pensait. Ça implique d'apprendre en fait la structure syllabique. Or, là, on se retrouve maintenant dans un problème de circularité à nouveau. Comment est-ce qu'on fait pour apprendre la grammaire syllabique si on n'a pas les segments? Et inversement, les segments ont l'air de dépendre de la structure syllabique. Donc on a à nouveau une dépendance entre deux niveaux qu'il faut apprendre. Et donc on est en train de travailler sur une modélisation, enfin sur un algorithme possible qui consisterait à apprendre simultanément les consonnes, les voyelles et les syllabes en une seule étape, qui permettrait d'expliquer comment est-ce qu'on peut se retrouver avec ce type d'effet ensuite. Je vais peut-être m'arrêter là, je vais laisser les questions. Il y a plein de choses à dire, mais c'est sympa effectivement de laisser un peu de temps pour les questions, donc je crois qu'on va faire ça. Merci.